Le 15 août 1998, le service des incendies de Richmond Augusta, en Géorgie, répondit à un appel d'urgence. Une maison sur Elizabeth Drive était la proie des flammes. Quand les pompiers arrivèrent sur les lieux, une fumée dense s'échappait de la maison. Ils tentèrent rapidement de maîtriser les flammes. En se frayant un chemin à travers la fumée, certains d'entre eux décelèrent une faible odeur d'essence. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour porter secours à toute personne qui pourrait s'y trouver emprisonnée. Certains indices indiquaient que le feu avait débuté dans le vestibule. Bien que la chambre à coucher principale fût remplie d'une fumée dense, le feu ne semblait pas y avoir fait beaucoup de dommages. Les pompiers furent soulagés de constater qu'il n'y avait personne dans la maison. C'était maintenant au tour des investigateurs en incendie criminel de trouver la cause de ce sinistre. Les voisins déclarèrent à la police que le propriétaire et occupant des lieux s'appelait Al Hamilton. Personne ne l'avait vu depuis la veille et sa voiture n'était pas garée devant chez lui. Le bureau du shérif de Richmond County ouvrit alors l'enquête habituelle pour ce genre de cas. Pour l'enquêteur Dwayne Piper, plusieurs questions étaient sans réponse. La première impression que j'ai eue en inspectant l'endroit, c'était qu'on y avait commis un crime. L'incendie ne semblait pas s'être déclaré à l'intérieur des murs, mais dans la pièce elle-même, ce qui laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'un incendie causé par une défectuosité électrique. Plus tard, le même jour, une certaine Donna Edwards se présenta au bureau du shérif. Elle déclara qu'elle était la petite amie d'Al Hamilton. Elle s'était inquiétée en voyant qu'il n'était pas venu la retrouver comme prévu. Elle s'était rendue chez lui et avait eu très peur en apercevant la maison. Donna ne parut qu'à moitié rassurée quand on lui annonça qu'il n'y avait pas eu de victime dans cet incendie. Al n'était pas du genre à disparaître ainsi sans avertir personne. Divorcée depuis peu et vivant chez sa mère, Donna déclara à Piper que Hamilton et elle étaient très heureux ensemble. Ils avaient l'intention d'acheter un terrain pour y construire une maison. Donna devait aller voir des terrains avec Al ce matin-là, mais il ne l'avait pas rejointe comme prévu. Donna déclara au détective Piper qu'Al était le gérant d'un bar du quartier. Elle s'inquiétait de ses longues journées de travail. Elle ajouta qu'il ne quittait guère le bar avant 3 heures du matin. Elle était persuadée qu'il lui était arrivé quelque chose. Le détective Piper accepta de s'occuper de cette affaire, mais il expliqua à Donna qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Hamilton était un adulte et il pouvait bien avoir décidé de partir sans en aviser ses proches. 2 jours plus tard, on était toujours sans nouvelles de lui. Piper et sa collègue, le détective Joanne Nutter, étaient impatients de lire le rapport de l'investigateur de l'incendie. Ce rapport indiquait que le feu avait débuté en 2 points différents. À l'aide d'un agent accélérateur, on avait mis le feu à la fois dans le vestibule et dans la chambre à coucher. Même si les enquêteurs soupçonnaient qu'on s'était servi d'essence comme agent accélérateur, les résultats des analyses ne furent pas concluants. Et Al Hamilton était toujours introuvable. Après la lecture du rapport, les enquêteurs furent convaincus qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. On transmit la description d'Hamilton et de sa voiture à toutes les unités de patrouille. Piper croyait que la scène du crime fournirait des réponses à ses interrogations. Il demanda l'aide du service de la sécurité publique de la Géorgie. L'enquêteur Piper et l'expert judiciaire Jerry Findlay du service de sécurité de l'État se rencontrèrent à la maison de Hamilton. Findlay remarqua alors une marque suspecte sur le pied du lit. La marque pouvait avoir été causée par un bâton de baseball. Finlay vit également ce qui semblait être du sang sur ce même pied de lit. D'après la marque laissée, ça semblait une tache de sang consécutive à un coup violent. C'est le genre de trace qu'on trouve quand un objet taché de sang entre en friction avec une surface propre. On peut voir dans quel sens la tache a été faite. En regardant le pied du lit, la tache allait de gauche à droite. Quelque chose d'autre capta le regard de l'expert. On a trouvé des fragments de cheveux dans la tache de sang, ce qui laissait présumer que quelqu'un s'était blessé à la tête et que sa tête ensanglantée avait été en contact avec le pied du lit. L'emplacement de ces taches m'indiquait que quelqu'un avait frappé violemment la victime à ce même endroit. Au cours de leur inspection de la chambre, les enquêteurs trouvèrent d'autres taches de sang. J'ai pris un chiffon pour essuyer le mur et j'ai trouvé les autres taches sous la couche de suie. Ainsi, comme Findlay le découvrit, la suie avait protégé les taches de sang. Cela indiquait que l'incendie avait été allumé après la bagarre. Quelqu'un avait tenté de dissimuler un acte violent. Pour reconstituer les événements, Findlay installa des ficelles à partir des éclaboussures de sang sur le mur jusqu'à l'endroit où le sang avait commencé à gicler.
À l'aide d'un rayon laser, il put déterminer avec précision l'angle et la trajectoire de chacune des taches. J'ai effectué mon analyse en commençant d'abord par déterminer dans quelle direction allaient les éclaboussures de sang. J'ai ensuite calculé l'angle selon lequel le sang avait giclé sur le mur et j'ai tiré des ficelles pour en déterminer l'origine. Ceci est le point de convergence. C'est vraisemblablement là que se trouvait la tête de la victime. Cette personne était à genoux ou assise au moment où on l'a frappée. La marque sur le pied du lit laissait présumer que la victime avait été battue avec un objet contondant. En utilisant un bâton de baseball en laboratoire, Finlay produisit des éclaboussures dont le tracé était semblable à celui des éclaboussures de la chambre à coucher. Ce genre de tache se produit quand l'instrument ensanglanté est projeté vers le haut à la suite d'un coup et propulse ainsi le sang vers le plafond. Le sang gicle de l'instrument, qu'il s'agisse d'une main, d'un bâton de baseball, d'une brique ou de quoi que ce soit d'autre. Le jet se dirige vers le haut, d'habitude jusqu'au plafond, quand le coup est porté directement sur la victime, comme c'était le cas dans cette affaire. Les enquêteurs savaient maintenant que la maison d'Al Hamilton avait été le théâtre d'un acte violent. Il s'agissait dès lors de déterminer si Hamilton en était l'auteur ou la victime. On envoya le sang prélevé sur la scène du crime au laboratoire judiciaire du bureau d'enquête de la Géorgie. Al Hamilton avait subi des analyses sanguines peu de temps auparavant et son médecin put fournir un échantillon afin que son sang soit comparé à celui du pied du lit. Il était identique. On put en conclure qu'Al Hamilton avait été la victime d'un crime. L'expert Chris Perry analysa ensuite les photographies de la scène. La trajectoire et la quantité de sang projeté témoignaient d'un crime brutal. À en juger par les indices qui apparaissaient sur les photos, il y avait eu là beaucoup d'agressivité, de colère et peut-être même de la haine. Les nombreux coups avaient visé la tête de la victime et sans doute son visage aussi. L'homme avait été tout simplement battu à mort. Les policiers savaient maintenant qu'ils enquêtaient sur un homicide. Al Hamilton n'avait pas survécu à cette attaque violente. L'enquêteur Piper rencontra Donna Edwards de nouveau. Il lui demanda si, selon elle, quelqu'un aurait pu vouloir s'en prendre à Hamilton. Elle lui parla alors d'un incident survenu quelques mois plus tôt. Hamilton et elle rentraient du restaurant un soir quand un camion avait surgi de nulle part et foncé sur Hamilton. Il avait évité le véhicule de justesse en faisant un bond de côté. Le camion ressemblait à celui que conduisait Rodney Richardson, l'ex-mari de Donna. Donna déclara que Richardson n'acceptait pas leur divorce et qu'il était jaloux de sa relation avec Hamilton. Malgré tout, elle ne le croyait pas capable de tuer quelqu'un. De plus, ajouta-t-elle, il l'avait appelé vers 1h du matin chez sa mère la nuit du meurtre. Il lui avait dit alors qu'il se trouvait dans une cabine téléphonique à l'autre bout de la ville. Pour l'enquêteur Piper, Rodney Richardson avait un mobile pour tuer Al Hamilton, même si cela ne signifiait pas nécessairement qu'il était un meurtrier. Et sans cadavre, il serait difficile d'établir qu'on était en présence d'un homicide. On n'avait pas retrouvé le corps de Hamilton ni sa voiture. Les policiers croyaient toutefois trouver des réponses au fond du Savannah. On effectua des fouilles minutieuses dans le cours d'eau, mais sans succès. L'enquêteur Dwayne Piper était très déçu par cette enquête. Il y a eu plusieurs défis à relever. D'abord, il n'y avait pas de cadavre. Et puis, beaucoup d'indices avaient été brûlés ou détruits lorsqu'on avait éteint les flammes. On ne disposait d'aucun témoin. Personne ne pouvait donc nous raconter ce qui s'était produit. Piper apprit alors que Richardson s'était arrêté chez la mère de Donna le matin suivant l'incendie, mais que Donna n'était pas là. La mère de Donna se souvenait que Richardson transportait avec lui 2 sacs de toile. Il lui avait demandé la permission de laisser des choses dans la chambre de Donna. En sortant de la maison, il ne portait plus ses chaussures et il n'avait plus les sacs. La mère de Donna remit ses effets à la police. Piper envoya les chaussures au laboratoire pour analyse. Il appela ensuite Donna et lui demanda pourquoi elle n'avait jamais parlé des sacs de toile. Celle-ci déclara qu'elle avait peur de parler. Ces sacs, selon elle, appartenaient à Hamilton, mais elle refusait de croire que Richardson puisse être mêlé à cette affaire.
L'enquêteur Piper, lui, était persuadé du contraire. Il espérait que l'analyse des chaussures du suspect permettrait de prouver sa présence sur la scène du crime. Au laboratoire, un expert les examina à la recherche de débris ou de cendres. Il tenta également d'y trouver des traces d'essence. Les semelles étaient propres, sans aucun résidu. Mais il trouva des traces d'essence sur les chaussures. Cela ne suffisait malheureusement pas. Richardson, qui travaillait dans le domaine de la construction, était quotidiennement en contact avec de l'essence. Les enquêteurs devaient trouver autre chose. Piper se rappela alors que Donna avait mentionné avoir reçu un appel de Richardson à 1 h du matin dans la nuit de l'incendie. Il lui avait alors dit qu'il l'appelait d'une cabine téléphonique. Piper se demanda s'il avait dit la vérité. En se fiant à son instinct, il fit demander les relevés téléphoniques d'Al Hamilton. Cette nuit-là, quelqu'un avait appelé chez Donna de la maison de Hamilton à 1 h du matin. Et cela ne pouvait pas être Hamilton puisqu'il avait travaillé jusqu'à 3 heures. Bien que cette preuve fût indirecte, elle pouvait laisser entendre que Rodney Richardson était chez Hamilton dans la nuit du meurtre. Les policiers devaient trouver des preuves formelles pour procéder à une arrestation. Ils demandèrent l'aide de Donna. Elle accepta de tenter d'obtenir des aveux enregistrés. Elle enregistra plusieurs conversations avec Rodney qui s'échelonnèrent sur quelques soirées. Elle lui dit qu'elle désirait savoir ce qui était arrivé à Hamilton pour pouvoir clore ce dossier et poursuivre sa vie. Richardson lui avoua avoir commis le crime. Il lui dit que ce n'était pas son intention toutefois. Il voulait juste lui faire peur. Mais il avait perdu le contrôle. Il s'était tout à coup aperçu qu'il avait tué Hamilton. Richardson déclara ensuite qu'il s'était débarrassé du corps à un endroit où personne ne le trouverait jamais. Sans corps, se vanta-t-il, on ne pourrait pas l'inculper. Et si l'on tentait de l'arrêter, il ne se laisserait pas faire. Les aveux permirent d'obtenir le mandat d'arrestation contre Rodney Richardson. Vu les antécédents violents du suspect, les enquêteurs demandèrent de nouveau l'aide de Donna pour qu'on puisse l'arrêter sans qu'il se doute de quoi que ce soit. Pendant qu'elle était sortie avec lui, les policiers se cachèrent chez elle. Le plan fonctionna. Richardson fut arrêté sans problème. Les enquêteurs croient que Rodney Richardson est entré par effraction dans la maison d'Al Hamilton pour le surprendre, mais qu'il a été aveuglé par la colère. Après avoir asséné plusieurs coups à Hamilton, il s'est aperçu qu'il l'avait tué. Richardson a mis le corps dans le véhicule de Hamilton qu'il a ensuite fait disparaître. Afin de cacher son crime, il a allumé un incendie. On n'a jamais retrouvé le corps d'Al Hamilton, ni sa voiture. Mais Rodney Richardson a été jugé coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie. La criminalistique a joué un rôle primordial dans cette affaire. Sans les analyses sanguines, les analyses génétiques et l'investigation sur l'incendie criminel,
On n'aurait jamais pu porter ce cas devant les tribunaux ni procéder à une arrestation. Grâce à ces 3 méthodes d'investigation, on a pu arrêter le meurtrier, même si on n'avait pas retrouvé le cadavre. À ce jour, on ne l'a d'ailleurs pas encore trouvé.